Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Salut Théo. Salut, bonjour. Et surtout merci. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravi d'être là. On va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es né le 20 avril 2000 à la maternité de Lunéville. C'était un jeudi, jour évidemment, dont se souvient parfaitement ta maman. L'accouchement de Théo s'est passé rapidement, dans de bonnes conditions. J'ai refusé la péridurale, donc j'ai quand même souffert de quelques contractions pendant quelques heures, mais ça a été relativement rapide et sans complications particulières. Je savais que j'allais avoir un petit garçon après ma petite fille. Je me souviens, après l'accouchement, qu'il était à côté de moi dans sa couveuse et que je l'ai longuement admiré. Voilà, je l'ai trouvé très beau. Une taille standard, j'ai envie de dire, ni trop gros ni trop petit. Un accouchement à terme, donc un bébé avec des mensurations moyennes. Mais surtout, oui, je le trouvais très beau, quoi. Ça fait bizarre, je savais pas que j'allais entendre ma maman. Non, mais c'est trop cool, waouh, je m'y attendais pas, je suis touché. Ton identité complète, c'est Théo Michel Curin. Alors pourquoi tes parents ont-ils choisi ces prénoms ? On écoute encore une fois ta maman. On a listé plusieurs prénoms qui nous plaisaient et parmi cette liste, Théo nous a plu tout de suite. J'avais envie d'un prénom assez court. À l'époque, j'avais l'impression que ce n'était pas un prénom très répandu. J'ai vu par la suite que finalement si. Voilà, c'est un prénom qui me plaisait bien. Et son deuxième prénom est Michel, qui est le prénom de son grand-père. Donc j'étais très fière de pouvoir nommer Théo du même prénom que mon papa. D'autant plus que Théo a eu une relation très fusionnelle et très importante avec mon papa, donc aucun regret. Aucun regret, effectivement. C'est beaucoup d'émotions parce que ouais, c'est vrai que j'ai été très très proche de mon grand-père. Mon grand-père a été très très important pour moi. Il est parti l'année dernière, mais voilà, sans lui, je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Il a été toujours à mes côtés, à m'épauler et à me soutenir. Donc c'est beaucoup de fierté d'avoir son prénom aussi. Effectivement, un prénom court, percutant. On dit parfois que c'est déjà une première personnalité à porter, un prénom. Et je trouve qu'effectivement, il te va bien, il te ressemble, non ? Ouais, c'est vrai. En fait, des fois, je discute avec des gens et des gens me disent qu'ils aiment pas leur prénom et tout. Et moi, sans aucune prétention, j'aime beaucoup mon prénom. Je trouve qu'il me va bien et je le trouve joli. Donc ouais, j'aime beaucoup mon prénom. Ouais. Tout à fait. On va évoquer la fratrie. Tu es donc le deuxième d'une fratrie de 2, puisqu'il y a Océane, ta sœur aînée. Alors, quel genre de petit garçon étais-tu ? La réponse de la grande sœur. Théo, enfant, c'était un petit frère comme n'importe qui. On se battait pour le dernier yaourt au chocolat, on se battait pour le programme télé. En fait, on était tout le temps en train de se chamailler. Tout le temps. On avait vraiment la relation typique frères et sœurs qui sont jamais d'accord et qui veulent toujours aller chacun dans son sens, quoi. Mon regard n'a pas changé sur Théo parce que justement, moi, comme j'étais petite, il est tombé malade, j'avais 9 ans. Donc en fait, moi, je voyais pas forcément son handicap. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, il n'y avait pas de raison que Théo fasse plus de choses que moi ou que Théo ait un peu plus de droits, entre guillemets, que moi. En fait, j'ai jamais vu son handicap. J'ai commencé à comprendre son handicap un peu plus tard. Pour moi, il n'y avait pas de handicap, c'était mon petit frère. Si je décidais que c'était à moi de choisir la télé, c'était à moi. Et à aucun moment, il y avait son handicap qui était entre nous. Bah c'est ça. Elle dit tout, en fait. Elle est juste dans ses mots et je pense que, ouais, ça m'a appris la vie, quoi. Il n'y a pas eu de... On était à égalité avec ma sœur, alors que certes, sur le coup, elle a beaucoup souffert. Elle le dit pas, mais c'est sûrement la personne la plus courageuse dans la famille. Moi, à chaque fois, on me dit, ouais, Théo, t'es tellement courageux à 6 ans d'avoir survécu après tout ça et tout, mais faut s'imaginer quand on a 9 ans et quand on voit plus du tout son frère du jour au lendemain, qu'on voit plus ses parents parce que les parents passent leur journée à l'hôpital. C'est ça qui est difficile, quoi. Et elle le dit pas, là. Elle dit que les bons côtés, entre guillemets. Évidemment, quand je suis rentré de l'hôpital, elle a gardé son rôle de grande sœur, où voilà, on se chamaillait, etc.
Mais ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a beaucoup souffert, que ça l'a fragilisée, mais que ça lui a aussi construit une espèce de carapace qu'elle arrive à utiliser maintenant dans sa vie de jeune femme et même de jeune maman. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés, ma sœur. Elle s'est démerdée et elle a construit sa vie et son parcours toute seule. Et c'est un peu un exemple aussi, en quelque sorte, à sa manière. Évidemment, Théo, même si je sais que évidemment reparler toujours et toujours de ce parcours de vie, voilà, au bout d'un moment c'est un peu peut-être ennuyeux ou pénible, bref, mais c'est quand même important de le revenir sur ce fameux 18 mai 2006. Tu as tout juste 6 ans donc, maux de tête, nuque raide, plus de 42 de fièvre, un jour qui va littéralement changer ta vie. Ouais, c'est assez fou parce que ce matin-là, tout de suite, en fait, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi, parce que je suis le petit garçon turbulent en temps normal qui court partout, qui se casse la gueule tout le temps, donc qui fait souvent des allers-retours aux urgences avec ses parents, mais par contre qui se plaint pas de petits bobos. Et ce matin, quand je me lève là avec un mal de tête et que je me plains à ma maman, on sait tous les deux qu'il y a quelque chose d'anormal et on se trompe pas, quoi, parce qu'au fil de la journée, mon état va s'aggraver, alors que le matin, on est allé voir une pédiatre et elle nous avait dit qu'il y avait rien d'anormal. Et en fait, voilà, je vais monter jusqu'à 42 de fièvre et c'est là que tout a véritablement commencé quand j'ai convulsé et que j'ai été pris en charge aux urgences de Lunéville et qu'on m'a diagnostiqué après une ponction lombaire, une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Donc quand on m'annonce ça, c'est assez bizarre. J'ai 6 ans, j'ai jamais entendu ce nom de maladie, mes parents pratiquement pas non plus. Donc on s'inquiète sans trop s'inquiéter, quoi. Mais c'est quand on me dit que voilà, les urgences sont même pas en capacité de me soigner, qu'il faut qu'on me transporte dans un autre hôpital, que là on se dit ok, là c'est sérieux, il va falloir se concentrer et écouter ce que disent les professionnels. Alors j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, et tu laisses entendre que finalement toi tu n'en as pas vraiment de souvenirs de ces jours-là, si? Mais c'est ça en fait qui est fou. Tout ce que je raconte à chaque fois sur cette maladie et même sur mon enfance, en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Parce que j'ai plus du tout de souvenirs d'avant ma maladie déjà. Et l'hospitalisation, j'ai très très peu de souvenirs. J'ai quelques visages qui me reviennent, j'ai quelques moments d'émotion en fait. Donc c'est assez paradoxal parce que quand on raconte l'hospitalisation, on s'attend à ce que je dise que c'était terrible, que j'avais mal, que j'ai souffert, mais en fait pas du tout. Moi, les seuls petits souvenirs que j'ai, c'est mon grand-père qui venait me voir et qui me ramenait des petites briques de lait. Je me souviens aussi de ma maman, de mon père qui venait régulièrement, des clowns les mercredis après-midi. Mais j'ai pas de moments difficiles en fait en tête. Et c'est ça qui est assez fou et c'est même ce que je trouve un petit peu joli parce que finalement le corps humain et le cerveau est bien fait. Et il arrive à faire abstraction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut et je pense que même quand je regarde une photo de moi, même ma maman a gardé des albums photos avec mes mains et mes pieds et en fait c'est assez bizarre parce que quand je vois ces photos, je me reconnais, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Effectivement, tu vas être donc amputé des 2 jambes, sous les genoux, puis les 2 bras sous les coudes. Quelle est alors la réaction de tes proches, de ta famille? On écoute encore une fois ta maman. Moi, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai compris qu'il n'allait pas mourir, quoi. Voilà. Je ne voulais pas le perdre. Je pense que pour moi, c'était ce moment-là plus important lorsqu'on m'a dit il est sorti d'affaires, son pronostic vital n'est plus engagé. Oui, il y aura des conséquences, il y aura certainement des amputations. Peu importait à ce moment-là. Je savais qu'on allait s'en sortir et j'ai bien fait d'y penser puisque au vu de ce qu'a fait Théo et ce que fait Théo et ce qu'il fera visiblement dans l'avenir, c'est génial, quoi. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà, c'est ça. C'est émouvant. Je m'attends pas à chaque fois d'écouter mes proches et ça me fait plaisir en fait parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu pour eux aussi quelque part et c'est vrai à ce moment-là, elle me l'a expliqué en fait parce que quand le chirurgien est venu vers mes parents et que ce chirurgien annonce que on allait m'amputer en fait, la réaction de ma mère, elle avait qu'une envie, c'était de lui sauter dans les bras parce que en fait pour elle, on avait encore une solution pour sauver son fils, quoi. Et c'est ça qui me touche parce qu'en fait, mes parents ont jamais été. Évidemment, ils ont été touchés, ils ont été tristes, ils ont vécu des moments horribles, mais en tout cas, ils me l'ont jamais montré. Et le peu de souvenirs que j'ai à l'hôpital, c'est des parents bienveillants qui regardent leur fils avec fierté parce qu'ils se battaient. Et ils m'ont toujours regardé de cette manière-là, sans aucun dégoût, sans aucune tristesse, en tout cas. Alors, en tout cas, ils le laissaient pas paraître dans la chambre d'hôpital et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller au bout. Ouais. Dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité, un petit clin d'œil. Hop là. Merci beaucoup.
J'espère que t'as pas mis trop de scotch parce que franchement, le mec dit qu'il est autonome et tout. Il va mettre 20 minutes à ouvrir un cadeau, tu sais. Pour être très honnête avec toi, c'est pas toi qui l'as emballé. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah. Et regarde. Bon, vous pouvez lancer la pub en attendant. Hein. Alors. Ah, trop mignon, une figurine Spider-Man et je sais pourquoi j'ai ce petit cadeau. J'adore, elle est énorme. Canon. Je suis fan. Je suis fan de Spider-Man depuis tout petit. Ouais, j'ai été fan de ce super-héros. Mes parents m'ont fait regarder le Spider-Man 1, le film, et après je suis tombé amoureux de tout ce qui va autour. De Mary Jane aussi, qui est la chérie de Spider-Man. J'ai toujours eu un fantasme sur cette femme. Et non, et c'est vrai que du coup, j'ai un peu fantasmé sur ce super-héros. Et ce super-héros, j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'il m'a beaucoup aidé en fait. Pendant l'hospitalisation, notamment, j'avais un tout petit doudou et ensuite un énorme doudou Spider-Man qui m'a accompagné tout au long de l'hospitalisation. L'histoire est assez cool parce que quand je suis rentré à l'hôpital, on nous met toujours un bracelet d'admission au poignet. Et un jour, je pouvais plus le mettre au poignet parce que je n'en avais plus. Et les médecins l'ont mis sur mon doudou Spider-Man. Et normalement, les doudous nous accompagnent pas jusqu'au bloc opératoire pour des raisons d'hygiène. Mais moi, j'avais la petite dérogation parce que voilà, c'était mon doudou Spider-Man qui était désinfecté à chaque fois et tout. Mais c'était un symbole qui m'a pas lâché tout au long de mon hospitalisation et voilà, Spider-Man, ça me fait rire, ça a marqué les esprits. Merci à toi, se remercier évidemment les uns les autres. T'es au top, hein. Il fallait bien que j'en fasse une petite dernière avant la fin, mais je le pense sincèrement, donc encore merci et surtout n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'y croire est arrivé. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.